Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes comme tous les lundis sur Sud Radio de 19h à 20h. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe. On est heureux de vous retrouver, vous avez retrouvé votre voix. Ça fait plaisir. Et Stéphane Pellet, qui lui n'a jamais cassé la voix, comme chantait Patrick Bruel. Parce qu'il chante pas. Est avec nous également. Bonsoir Philippe. Au sommaire, comme Cécile n'est pas là, vous allez faire Cécile, ça vous va? Bah écoutez, c'est un honneur. Eh bien écoutez, 45, c'est le nombre de morts par suicide de policiers chaque année en France. Tout à fait, un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétude dans les rangs de la police et nous avons le plaisir de recevoir PEPS, SOS Policiers en détresse, un collectif de policiers bénévoles engagés sur la prévention et l'accompagnement des policiers fragilisés. Son ambition, devenir un interlocuteur majeur auprès du ministère de l'Intérieur pour un plan de prévention nationale. C'est le premier gestionnaire de réserves naturelles en France avec 4 réserves naturelles nationales et 23 régionales. Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France marque la naissance d'un des premiers gestionnaires des espaces en Hauts-de-France. Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner une action majeure au service de l'environnement et de la biodiversité avec l'aide des bénévoles. 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France. À Chambéry, l'association Zygomatic offre des projets culturels, sensibilise le public et valorise l'image du handicap grâce à des actions en milieu scolaire et à la création de festivals musicaux. Plus de 3000 élèves ont été sensibilisés et 30 000 ont déjà assisté à ces projets culturels. Enfin, près de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année en France, soit 5 à 6% des jeunes au total. Alors là, nous avons, nous, les ambitieuses qui s'engagent chaque année dans la culture et l'action positive comme moyen d'échange et de réconciliation. Et pour la 3e année consécutive, un grand concours d'écriture et de dessin est organisé dans tous les pays francophones avec Tony Parker comme ambassadeur, pas mal. Oui. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est sous le haut patronage de l'UNESCO pour sensibiliser et lutter contre le harcèlement, mon cher Philippe. Et on commence par notre première association. Les vraies voix Sud Radio. Suicide dans la police, quel plan pour lutter contre cette véritable série noire chez les 148 000 policiers de France? Pour en parler, Johan Dechêne, président de l'association PEPS SOS Policiers en détresse. Alors Johan, bonsoir, qui est accompagné de Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous représentez un collectif de policiers qui s'engage dans la prévention du suicide. Et aujourd'hui, notre pays fait face à une vague de suicides très alarmante. 35 suicides l'an passé, 32 en 2020, 59 en 2019. Nous partageons bien évidemment votre inquiétude devant cette situation. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de la police ? C'est une vaste question, mais la police, en général, va plutôt bien. Après, évidemment, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, les policiers, quand on les prend individuellement, font que ils ont un petit peu des difficultés. Voilà. Après, d'où ça vient, et voilà, parce qu'il faut savoir quand même que le suicide est quelque chose qui est multifactoriel. Il y a forcément un élément déclencheur. Ça peut être le côté famille, le côté professionnel. En fait, c'est un équilibre entre les deux. Et s'il y a un déséquilibre qui se fait d'un côté, eh ben la bascule se fait et jusqu'au point de non-retour où les collègues vont jusqu'au suicide. Et d'ailleurs, pour anticiper les passages à l'acte, vous avez mis en place des réseaux sentinelles pour lutter et pour repérer les collègues qui étaient fragilisés. Alors, les réseaux sentinelles ont été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est des collègues qui sont volontaires ou désignés, ça dépend, quand il n'y en a pas dans les commissariats, et qui sont à même de déceler un collègue en souffrance. Voilà. Nous, avec l'association, aujourd'hui, on va plus loin, puisque nous, on s'est formé à beaucoup de choses, comme la gestion du stress, la crise suicidaire, intervenir après un suicide. On s'est formé également au premier secours psychologique d'urgence et à l'écoute. Parce que l'écoute, en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les collègues viennent nous parler. Ils nous parlent et nous on les écoute et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui des pères aidants. Voilà. Et à partir du moment où on arrive à nos limites, on passe le relais à nous, à nos psychologues et nos personnels soignants, voilà, qui prennent le relais quand nous on arrive à la limite de l'écoute. Voilà. Et je passe la main du coup à Johanna qui va vous expliquer un peu. Parce que vous êtes psychologue bénévole. clinicienne. Voilà, Tous bien dans le micro.
bénévole chez PEPS. Donc en fait, pour être clair, le policier qui est en détresse fait appel à PEPS. Il a un premier contact avec un collègue, en fait, un père aidant, ce qu'on appelle nous père aidant au sein de l'association, et qui va nous alerter s'il sent une menace suicidaire ou s'il est inquiet pour la santé mentale de son collègue. À ce moment-là, nous, on est alertés, les psychologues et les professionnels de la santé mentale, et on est bénévole. Donc le premier dispo s'accapare du sujet, si je puis dire, prend contact directement avec le collègue policier qui est en détresse, et là commence un soutien, une prise en charge d'urgence, puisque PEPS prend en charge les policiers qui sont vraiment en menace suicidaire, c'est-à-dire en grande détresse, quoi. On n'est pas là pour mettre en place des suivis psychologiques sur le long terme, mais vraiment sur l'intervention du soutien d'urgence. Et vous avez combien d'appels par jour en ce moment ? PEPS, sur 2020, c'était 6000 appels. Aujourd'hui, et à l'époque, on était un peu moins d'une dizaine à répondre aux sollicitations des collègues. Aujourd'hui, on est une vingtaine et on dépasse les 12 000 appels par an. Je voudrais vous poser une question, c'est plutôt les gens en situation de fragilité psychologique qui pourraient les conduire au suicide qui vous appellent, ou un collègue ou une collègue qui s'en rend compte et qui vous appelle ? C'est un peu tout en fait. Ça peut être soit le collègue qui va pas bien qui nous contacte parce qu'il va pas bien, ou alors on a des collègues qui s'inquiètent pour d'autres collègues et qui nous appellent en disant j'ai un collègue qui va pas bien, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux te l'envoyer, ou alors on a aussi de la famille aussi qui nous appelle souvent, enfin pas souvent mais quelquefois pour nous dire j'ai mon fils qui est dans la police, il va pas bien, est-ce que vous pourriez éventuellement prendre contact avec lui pour essayer de voir un petit peu ce qui va pas. Et par rapport à votre association, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui s'était engagé à mettre en place une cellule, et on aimerait savoir où en est-on. Y a-t-il des choses en plus à proposer ? Faut-il encore alerter le ministre sur cette situation ? Effectivement, ils ont mis en place la cellule d'action prévention suicide avec un numéro vert. Voilà, qui reçoit à peu près 80 appels par mois. Après, moi, je me prononcerai pas sur cette cellule, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a une vie sauvée, c'est une vie qui est sauvée. Donc chaque dispositif mis en place est important, quelles que soient les statistiques, parce qu'aujourd'hui, on parle de statistiques, mais nous, on fait de l'humain. On parle pas de chiffres. Johanna Rosenblum, c'est quoi le profil type du policier ou de la policière ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la police qui appellent. C'est plutôt un jeune policier, un qui est pas loin de la retraite et qui en peut plus. C'est quoi le profil type, s'il y a un profil type ? Voilà, alors en ce qui concerne les policiers, mais en population générale, il n'y a pas de profil type. Tout le monde peut traverser une période de fragilité avec des facteurs aggravants qui s'accumulent, c'est-à-dire des difficultés à la maison, un deuil, un problème avec la hiérarchie. Et puis le policier, c'est un professionnel, il y a un poids de l'uniforme, c'est souvent des carrières, c'est souvent des vocations, c'est souvent des professionnels qui n'ont pas pour habitude ni de se plaindre, ni de rentrer à la maison autrement qu'en disant j'ai sauvé des vies, j'ai pu aider telle personne, j'ai pu porter secours à telle personne. Donc la posture de vulnérabilité, c'est une posture qui n'est pas endossée. Et donc, en ce qui concerne le raptus suicidaire ou la menace suicidaire, elle peut concerner tout le monde. Mais chez les policiers, c'est vrai qu'elle arrive... on arrive toujours en fin de course, quoi. On arrive rarement en préventif. Et d'ailleurs, les policiers ne sollicitent pas suffisamment les professionnels de santé. On voit bien qu'il y a une stigmatisation, un malaise, en fait, un poids comme ça qui leur pèse sur les épaules et qui les empêche de solliciter un petit peu d'aide lorsqu'ils se sentent fragiles. Il y a peut-être aussi une question de formation. C'est-à-dire que peut-être qu'ils appréhendent pas du tout en rentrant dans la profession. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour justement les alerter au moment de leur formation avant de rentrer dans la profession, c'est-à-dire prendre le problème avant qu'il n'arrive. Alors c'est quelque chose manière prophylactique. C'est quelque chose que PEPS demande et qui va progressivement se mettre en place, puisqu'on va être reçu le 7 et le 8 novembre à la direction centrale de la formation à Clermont-Ferrand, pour mettre pour mettre en place nos interventions en école. Nous, on part du principe qu'en école de police, parce qu'aujourd'hui il y a des policiers adjoints, qui connaissent déjà le terrain et qui font le concours interne pour devenir gardien de la paix. Mais on a aussi quelques personnes qui font les concours externes, qui n'ont jamais été confrontées à la mort et qui, pendant la formation, ne sont pas préparées. Aujourd'hui, quand on est en formation, quand on est à l'école de police, on nous dote
d'un gilet pare-balles et qui protège nos vies. Sauf qu'aujourd'hui, à l'école de police, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de module ou quelque chose en fait pour se protéger psychologiquement. Et ça, c'est très important et il faut rapidement le mettre en place. Il faut nous donner le numéro de téléphone quand même pour les policiers et les policières qui nous écoutent. Alors, il y a le 3114. Ça, c'est le numéro court et c'est le numéro qui est très facile à retenir. Voilà, qui est un numéro pour les d'urgence. Numéro d'urgence. Voilà. Sinon, pour tous les policiers, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas stigmatisé ou dans la honte. Si ça va pas, contactez PEPS sur les réseaux sociaux. C'est ça. Vous serez écouté de l'autre côté par des pairs aidants, par des collègues et réorienté vers des professionnels de santé qui sont formés à l'urgence. Et bravo pour votre initiative. Oui, bravo. Belle initiative parce qu'on soutient nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers qui sont là pour la principale sécurité. des libertés. Absolument. Donc il faut les remercier tous les jours. Et on vous remercie, on est heureux de vous avoir donné la parole. Oui. Juste un dernier message, si jamais je peux le faire passer. Mais aujourd'hui, l'association, elle vit avec les dons. Et si, évidemment, on peut faire un petit don à l'association, ce serait vraiment bien. Et c'est sur le site internet www.peps-sos.fr. Le message est passé, le 3114 en cas de souffrance. Merci beaucoup, Johan Dechaine et Johanna Rosenblum. Dans un instant, on va parler d'une très belle initiative dans le domaine de l'environnement avec Christophe Lépine. Ce sera avec vous, mon cher Stéphane Pellet. Et on a le plaisir, comme tous les lundis, de retrouver les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Faut-il confier la gestion des espaces naturels à des bénévoles et citoyens au risque de déresponsabiliser l'État, Stéphane Pellet? Et vous le savez, j'aime l'État, mais pour autant, je fais confiance aux citoyens. Christophe Lépine, président de la Fédération du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir. Vous œuvrez pour la protection de la planète, vous êtes un acteur clé, on va dire. Vous allez aider à mieux comprendre ce programme d'action, vous allez nous permettre de comprendre votre engagement, des bénévoles, des adhérents, la qualité du travail dans tous les espaces que vous gérez. Vous êtes une véritable ONG et ça crée une sacrée responsabilité, j'ai l'impression, pour le développement durable. Dites-nous déjà, dans un premier temps, quelles sont vos missions ? Alors, les conservatoires d'espaces naturels sont des associations, ça vous l'avez dit. Notre but, en gros, c'est de gérer des espaces naturels. Et pour les gérer, on va essayer de les contractualiser. Donc, ça peut être les acheter, ça peut être les louer, ça peut être passer des conventions. Et nous, en fait, on se positionne vraiment à l'interface de tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas opposer l'État d'un côté, les collectivités de l'autre, les associations de l'autre. Nous, on est vraiment un lieu où tout le monde va pouvoir se retrouver, à la fois avec les bénévoles, avec des conventions qu'on peut avoir avec les collectivités et avec aussi nos équipes salariées, parce qu'on a quand même 1000 salariés en plus de nos 10 000 adhérents et bénévoles. Alors oui, dans ma petite fiche, c'était écrit 100, donc c'est bien 1000, j'avais bien compris. Donc alors 1000 au niveau national, 100 c'est chez moi dans les Hauts-de-France. Voilà. Vous êtes une vraie ONG, mais d'une certaine manière, vous arrivez à ne pas faire de l'ombre à ceux qui sont peut-être payés pour ça dans les services de l'État. En fait, c'est vraiment du partenariat. Dans notre société, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de sujets. Je pense que la nature en fait partie, on pourrait dire que l'eau en fait partie, on pourrait dire que peut-être l'énergie en fait partie, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, on considère que la nature, c'est un bien commun. La nature, ça appartient à tout le monde. Donc c'est très bien que l'État s'en saisisse, et il le fait. C'est très bien que les régions, les départements, l'Europe s'en saisissent, et il le fait aussi. Mais c'est bien aussi qu'il s'appuie sur des structures finalement qui sont gouvernées par les citoyens, les habitants lambda à côté de chez vous, pour finalement bien gérer ces fonds et pouvoir faire du lien entre tout le monde. Nous, quand on va gérer un site, on en gère 4000 partout en France. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre tout le monde autour de la table. Le conseil départemental du coin, la région qui nous finance, le département qui nous finance. Ça va être aussi le propriétaire, évidemment, parce qu'on ne va pas faire quelque chose contre la vie d'un propriétaire. S'il y a de la chasse, de la pêche, de la randonnée, du parapente, tout ce que vous voulez, on va essayer de prendre en compte tous ces usages pour faire un projet qui soit cohérent avec tout le monde. La nature, c'est pour tout le monde et avec tout le monde. Et ça apporte plus des solutions que ça ne ramène de problèmes et de contraintes, contrairement à ce qu'on nous dit parfois. Justement, donnez-nous un exemple, par exemple, d'un lieu ou d'un endroit dont vous êtes fier, un bel espace naturel que vous gérez, et comment vous êtes organisé, qui constitue cette équipe autour de vous? Si on prend, par exemple, nous, on travaille beaucoup dans la vallée de l'Oise, donc du côté entre Noyon et Compiègne, dans l'Aisne et l'Oise, donc dans le nord de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que la rivière Oise, elle déborde. Elle déborde énormément. Ah oui. Et en débordant pendant l'hiver,
elle va envahir des prairies, en fait. Et c'est parce que la rivière, l'hiver, envahit qu'au printemps, vous avez des prairies qui sont exceptionnelles en matière de biodiversité. Vous avez des papillons très rares, des plantes très rares, des oiseaux très rares. Donc nous, notre job, ça va être d'essayer de préserver ces prairies en contractualisant. Donc on a eu un programme européen qui nous a permis d'en acheter, par exemple. Et donc nous, on va le faire sur le biais de la biodiversité. Mais ces prairies, parce que nous, on les préserve et qu'on laisse l'Oise déborder à cet endroit-là, parce que c'est intéressant pour la nature. Ça veut dire que la rivière, elle ne va pas déborder dans les villages et les villes à côté. Donc ça va servir de zone d'expansion de crues. Donc c'est utile pour tout le monde, puisque ça ne débordera plus à Compiègne, Noyon, La Fère. Il y a plein d'endroits où il y a eu des inondations pendant des années. Ces prairies, elles sont grasses et hyper intéressantes. Donc nous, on va travailler avec des éleveurs, on va leur confier finalement ces prairies pour qu'ils puissent mettre des animaux et faire de la viande ou du fromage en circuit court. Donc c'est intéressant aussi pour l'économie. Après, on va leur mettre à disposition ces prairies. En échange, évidemment, ils ne peuvent pas mettre beaucoup plus d'animaux que ce qu'on leur dit. À un moment, il faut faire des fauches particulières pour les oiseaux, mais eux, ils trouvent un intérêt, et nous aussi. Et puis après, ces sites, ils sont aussi beaux et exceptionnels. Donc nous, ce qu'on va faire aussi, c'est, dans la mesure du possible, les ouvrir au public, travailler avec des habitants des villages que ça intéresse de préserver le site. On va travailler aussi sur la fierté des habitants de vivre sur un territoire exceptionnel. Et ça, c'est important aussi, de leur dire, regardez, vous avez une pépite chez vous. Donc, il y a la faune, la flore, la biodiversité. Je crois que Philippe David et ça, c'est notre job. a une question à vous poser, Christophe. J'ai l'impression que ça va choquer Stéphane Pellet, comme il est haut fonctionnaire. Vous êtes en train de remettre à la mode de ce qu'on appelait l'aménagement du territoire à l'époque et qui est un peu passé par pertes et profits, non ? En tout cas, de dire que l'espace naturel, c'est vraiment ce qui peut nous permettre de nous sortir d'un certain nombre de crises qui existent aujourd'hui, et qu'on peut le faire intelligemment si on associe tout le monde. Et c'est pas en disant, tiens, cet endroit, nous, on va l'acheter, et plus personne va pouvoir s'en servir, qu'on va avancer. Et puis surtout, il faut comprendre qu'effectivement, il y a plus de solutions. Je vous ai parlé de la lutte contre l'inondation. Mais quand vous avez des zones humides bien protégées et de qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que vous allez avoir de l'eau de qualité. Et si vous avez de l'eau de qualité, ça va après, quand on va prélever de l'eau potable, elle sera de meilleure qualité, il y aura moins besoin d'assainir, et donc votre facture d'eau sera moins chère. Si on a des zones humides de qualité, elles vont se déverser dans les rivières et les fleuves, et peut-être qu'elles seront à une température plus acceptable s'il faut avoir des centrales nucléaires qui doivent relâcher de l'eau pour produire de l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, tout est lié, et nous, on pense que la nature apporte des solutions. Alors, Christophe Lépine, dites-nous par exemple l'espace naturel que vous aimeriez acquérir dans peu de temps, là. Celui qui vous démange, vous en avez déjà 4000, mais le prochain, c'est lequel ? Qui vous gratouille ou qui vous chatouille, comme disait le bon docteur Knock. Alors, ça, c'est difficile à répondre, parce que je vous ai dit qu'on ne faisait les choses que quand on arrivait à avoir du consensus avec les gens. Donc, en fait, c'est difficile de se dire que j'ai envie d'un truc, parce que je ne sais pas si, localement, le propriétaire ou l'acteur et compagnie vont réussir à faire. Par contre, moi, j'ai un projet dans les Hauts-de-France qui est intéressant. Donc ça, c'est notre petit truc qu'on est en train de faire. On travaille à Marchiennes, donc c'est à côté de Valenciennes, sur une tourbière qui a été classée en réserve naturelle nationale, dont on est propriétaire avec le département du Nord. Et on attend d'être nommé officiellement, on l'espère, gestionnaire de la réserve pour pouvoir faire des travaux de restauration, d'aménagement et surtout un beau petit sentier pour découvrir les tourbières. Et les tourbières, par exemple, on en protège beaucoup. Mais vous l'avez entendu certainement pendant les incendies de forêt en Gironde, puisqu'on vous disait que ça continuait à brûler en dessous avec la tourbe qui était sous les arbres, en fait. Et bien, les tourbières, c'est intéressant parce que c'est du carbone. Et en fait, plus vous avez des tourbières qu'on préserve en qualité, qu'on restaure, plus la tourbière continue de stocker le carbone. Parce que si les tourbières se dégradent, eh ben, elles vont lâcher plein de carbone dans l'air, donc augmenter le changement climatique. Alors que si on préserve correctement les tourbières, eh ben, on continue à se faire des petits stocks de carbone. Christophe Lépine, 30 secondes. On vous laisse 30 secondes pour nous dire une dernière chose. Le Conservatoire d'espace naturel, donc c'est une association. Est-ce que tout le monde peut y adhérer ? Est-ce que tout le monde peut y adhérer ? Et comment on peut vous aider ? Et puis là, il faut conclure. Eh bien, 24 associations. Il y en a forcément une à côté de chez vous. Nous, on a effectivement besoin d'adhérents. Alors, vous allez vous dire, il y a plein de salariés, etc. Mais plus on sera nombreux à porter ces projets, plus on pourra construire des choses durablement au service de la nature
des citoyens. Merci beaucoup Christophe Lépine, président de la Fédération du Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France. Et dans les Hauts-de-France, on va encore au charbon, c'est le cas de le dire. Oui, il y a un truc quand même intéressant. Il a fait un slogan, les vraies voix citoyennes, puisqu'il dit tout peut être fait si on le fait tous ensemble. Ah bah Donc, c'est en fin de parfait. compte, On a trouvé le slogan. on a Merci. trouvé le slogan. Faut juste qu'il ne demande pas de droit d'auteur. Oui. Dans un instant, merci encore Christophe Lépine. Comment valoriser l'image du handicap? La culture, le rire, la musique, ce sont des vecteurs de communication efficaces. Grâce à de beaux projets de l'association Zicomatic, on sera avec Clément Dumont. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes comme tous les lundis sur Sud Radio avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. La musique et plus largement la culture permettent-elles de faire changer le regard sur le handicap dans la société, Stéphane Pellet? Alors, nous allons partir du côté de la Haute-Savoie parce qu'en 2006, Clément Dumont, président de l'association Zicomatic et moniteur éducateur, crée l'association du même nom, donc Zicomatic, avec un jeu de mots, travaillant auprès de personnes adultes dépendantes en situation de handicap. Et alors passionné de musique, il découvre à quel point la culture, la musique en particulier, sont des vecteurs de plaisir, d'inclusion et de partage. Alors l'association se crée sur l'idée d'offrir du bonheur par la musique, d'où le nom Zicomatic, inspiré du nom des muscles du sourire, les zygomatiques, et de la contraction du mot musique. Bonsoir Clément Dumont, vous Bonsoir. intervenez dans les établissements médico-sociaux, vous enregistrez des albums, beaucoup d'autres activités encore, mais ce soir, on est tout à fait heureux de vous recevoir parce que vous créez aussi des lieux et on se retrouve sur la création ce soir du café inclusif culturel de Chambéry. Exactement, merci de me recevoir, je suis très fier d'être avec vous ce soir. Avec plaisir. Effectivement, on est tous, personne n'est à l'abri d'être en situation de handicap, tout le monde aime la culture, on a tous besoin de ce genre de choses et parlons vrai, pour le coup, l'accès à la culture pour tous, c'est pas évident. Donc du coup, ça fait plusieurs années, comme vous l'avez très bien dit, on offre énormément de projets culturels pour faire rentrer la culture dans des lieux médico-sociaux où les personnes sont un peu empêchées quand même, c'est pas toujours simple, d'autant plus en ce moment. Et pour répondre à la question du café culturel inclusif, on vient d'ouvrir il y a un mois, un lieu qui existe déjà en fait, qui est un studio d'enregistrement qui s'appelle Le Cassette et qui est aussi un restaurant dans lequel on a voulu pouvoir réunir un maximum de personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes isolées et aussi toutes les personnes qui ne sont pas handicapées ou pas, avec cette idée de se retrouver autour du thème de la culture avec plein d'ateliers et on est absolument débordé de demandes, c'est assez incroyable, c'est à côté de Chambéry à Barbera et il y a des gens qui viennent de tous les départements autour, donc on est vraiment très touchés de ce joli projet. Et alors votre association offre crée énormément de projets culturels pour les adultes et les enfants en situation de handicap. Vous pouvez nous en décrire quelques-uns dont vous êtes particulièrement fiers ? Oui, il y en aurait tellement. On offre l'idée de faire rentrer notamment la musique. La musique est un outil universel, je crois, quelle que soit notre condition, on la ressent d'une façon positive ou non, mais en général plutôt positive. Et on offre énormément de concerts de musique dans des structures médico-sociales. Moi, je joue également et j'offre beaucoup de concerts pour ces personnes, même en EHPAD. La semaine dernière, j'étais encore en EHPAD. C'est absolument incroyable de pouvoir aller apporter du bonheur à des personnes qui ont parfois plus de 100 ans et ne serait-ce que d'aller faire aussi un petit moment de musique pour les personnes qui sont alitées, pour le coup, l'accès à la culture aussi dans une chambre, bien sûr avec l'autorisation des gens. Il n'y a pas plus tard la semaine dernière, une petite dame qui avait 104 ans qui était dans sa chambre, qui me regardait avec des grands yeux, avec un petit doigt qui bougeait sur ses pieds, c'était très beau, elle avait une belle réception de tout ça. D'autres projets aussi, vous avez parlé dans la présentation de l'association, on essaye de valoriser l'image du handicap et c'est très important pour nous. Très souvent, dans les familles, on entend dire à cause de mon frère, du handicap de mon frère, à cause du handicap de ma sœur, je ne peux pas faire ci ou cela. On réinverse les choses de temps en temps, notamment avec des baptêmes d'avion, où on permet à des personnes en situation de handicap de voler grâce au handicap de leur frère, de leur sœur, de leur père ou de leur mère, justement pour inverser un peu les rôles. Il n'y a pas longtemps, on est parti aussi sur le lac du Bourget, on a un très beau lac à Aix-les-Bains, où on a emmené des personnes sur des zodiacs. Enfin, je pourrais vous en parler longtemps. On a un festival inclusif aussi, on a beaucoup d'animations et d'outils en fait qui nous permettent de valoriser tout ça. C'est génial, franchement. Et oui, c'est génial. C'est bien pour ça qu'ils sont dans les vraies voix citoyennes. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte, pour là encore se parler vrai, comme vous disiez, est-ce que vous vous êtes réellement rendu compte que la musique changeait le regard sur le handicap ? Est-ce que vous l'avez constaté dans votre vraie vie ?
J'entends deux choses dans tout ça. Moi, j'écris des compos sur le handicap et que je chante notamment dans des écoles. Cet après-midi, j'ai sensibilisé 2 classes dans une école. On le fait bénévolement parce que pour moi, ce sont eux qui vont porter un regard sur le handicap. Je trouve ça assez génial d'utiliser un support ludique. Alors, par rapport à cette question, oui, la musique peut être un support ludique pour parler de handicap et parler vrai du handicap. Et il change aussi le regard, notamment sur un festival qu'on organise. Je vous donne un exemple tout simple. Là, le 29 octobre, je fais ma pub, j'en profite. On sera à Chambéry, au phare de Chambéry. On reçoit les Frangines qui viennent de faire l'Olympia que tout le monde connaît. Oui. Alors Peps aussi, mais alors c'est pas l'association que vous avez reçue tout à l'heure, mais c'est Peps, le chanteur de Liberta, qui est le parrain de notre assoce. Et je monte une chorale inclusive où on sera 80 handicapés par handicapés, où on va être sur scène. Donc l'idée est aussi de sensibiliser les gens. Pour nous, c'est très important. Il se passe des choses magnifiques autour du handicap. Il faut vraiment les valoriser et le montrer. La musique est un des vecteurs possibles, je pense, pour le faire. Philippe. Justement, je vois Aurélie Gros qui adore chanter. Je pense qu'elle aimerait chanter avec vous. Les Frangines, elles étaient chez Yvan Cugius il y a quelques jours. D'ailleurs, dans Love Music, vous pouvez nous chanter quelque chose. Tiens, ce sera sympathique. Aurélie veut chanter, c'est ça? Non, c'est moi qui chante. vous. J'aurais plutôt tendance à chanter une compo. Et j'ai un petit message peut-être. On a, il n'y a pas très longtemps, si je peux me permettre de passer un message très prétentieux, j'ai arrêté de travailler en tant qu'éducateur il y a 1 an et demi en me consacrant à 100% à l'association. Et ma dernière chanson commencerait par « On se dit souvent, dans une autre vie, je ferai autrement ». On court souvent après quoi? Après qui? Après le temps. Je crois qu'on a tous... ça doit faire écho à pas mal de gens. On court après plein de choses et on ne le fait pas. Je vous l'envoie quand vous voulez par MP3 et je vous envoie toutes mes compositions. On peut aussi vous envoyer avec grand plaisir, j'en profite, on a des photos, une expo de 2 mètres de haut, que des portraits de 2 mètres de haut d'enfants et adultes handicapés qu'on prête sur des lieux de droit commun. Par exemple, pendant les confinements, on les mettait dans des supermarchés. Il n'y avait que là qu'on pouvait aller. On les prête dans des entreprises. Il n'y a pas longtemps, elle était dans une radio sur Paris. Enfin voilà, n'hésitez pas à la recevoir, on vous l'envoie quand vous voulez. Alors moi, je ne sais pas chanter, donc on est tranquille, je vais redevenir sérieux ne vous sous-estimez pas. Clément Dumont, donc vous composez des musiques, vous venez de le dire. Vous les vendez au profit de l'association. Vous développez aussi, vous, un appel aux dons, j'imagine. Ce serait important que vous nous disiez comment on peut vous aider pour faire fonctionner ce café culturel inclusif à Chambéry, comment on peut faire tourner ce studio musique. Dites-nous un peu. De façon très simple, on a une adhésion à 10 € à l'année. Chacun peut y participer. Ça représente un coût pour certaines personnes aussi. Donc on n'est pas... voilà. C'est quelque chose d'assez simple. Notre demande peut-être, et j'en profite, on intervient beaucoup pour changer le regard. On le fait dans les écoles certes, mais on le fait aussi dans les entreprises. On a beau être adulte, on a tous des craintes, des appréhensions autour du handicap, la peur d'être maladroit, la peur d'être empathique, voilà. On a tous des peurs qui nous rassemblent tant qu'on ne connaît pas. La peur de blesser parfois. Très beau, exactement, c'est un très bel exemple. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'aller, je le fais dans les entreprises, donc j'invite les entreprises à me recevoir, je le fais intégralement au profit de l'association, l'argent que je récolte pour ça, je le donne à l'association pour développer des projets, notamment le Cassette pour tous comme café culturel inclusif. Et je suis apparemment, il y a un côté sympa, c'est que je finis toujours en musique, donc ça amène la possibilité de toucher les gens par des sens un peu différents avec cet outil universel. Alors, vous aimez la musique, vous l'avez dit, mais je crois qu'il y a aussi d'autres modes que vous utilisez. Vous formez des petits groupes, la chorale, vous l'avez dit bien sûr, mais aussi vous emmenez des enfants voir des matchs de sport, de basket, dans des festivals. Comment vous arrivez à organiser tout ça finalement avec votre association ? C'est un très bon exemple. Parlons vrai, encore une fois, l'accès à la culture de droit commun, comme on dit, c'est un peu des gros mots que j'emploie, mais c'est pas toujours simple. Je vais vous donner des exemples tout simples. Une personne sourde et malentendante aujourd'hui ne peut pas accéder à un concert s'il n'y a pas des outils. Aujourd'hui, notre association Zicomatique a fait l'achat de 5 gilets vibrants. C'est tout bête. Ça coûte un peu cher, mais malgré tout, on les a et on les prête. Donc, je fais un appel. S'il y a des gens qui en ont besoin, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ce sont des gilets qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes de ressentir les vibrations et donc le rythme d'un concert. Quand on met à disposition ce genre d'outils, on rend une personne sourde et malentendante moins en situation de handicap. Elle est handicapée parce qu'elle est sourde, certes, mais elle n'est pas en situation de handicap lors d'un concert. On permet aussi à des enfants, des adultes, d'aller rencontrer des artistes. Il y a quelques temps, on avait rencontré Amir, Kenji, avec l'idée de pouvoir leur offrir un rêve, simplement de se rencontrer. Et un très beau projet qu'on a fait récemment, un truc complètement délirant. On a un simulateur qui s'appelle Windalp, ici, du côté de la Savoie, qui est un simulateur de vol libre, de chute libre. C'est complètement hallucinant et on a permis à des personnes qui sortaient de leur fauteuil, totalement dépendantes, qui du coup se sont mis à voler, quoi. Et c'était complètement incroyable. L'idée, c'est de... on s'envoie en l'air juste par le plaisir. On n'a que ça à vendre avec l'association. Vendre du bonheur et du plaisir et de la sensibilisation. Bravo à vous. Bravo Clément Dumont. Donc rappelez-nous le nom de l'association et comment on peut vous joindre et vous aider. Zicomatique, Zicomatic,
.net pour le site internet et les réseaux sociaux. Et je vous attire encore un grand merci, vraiment 1000 fois pour cette belle mise en lumière de l'association et des projets autour du handicap. C'est important d'en parler. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, bon, on a parlé basket. Il va y avoir une relation, un grand concours d'écriture et de dessin pour lutter contre le harcèlement scolaire avec Tony Parker comme ambassadeur. Virginie Atlan, présidente fondatrice de Nous les Ambitieuses, sera avec nous. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Le harcèlement scolaire touche près de 700 000 élèves. Nous, les ambitieux, sensibilisent pour lutter contre le harcèlement et les violences en milieu scolaire. Stéphane, Aurélie Gros, c'est moi. Oui, autant pour moi. Ça suffit, un peu de place pour les femmes. En plus, on parle des ambitieuses. C'est du mansplaining, là. Merci Virginie Atlan, donc présidente fondatrice de Nous les Ambitieuses. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes auteur du livre Le monde des petites personnes. Et là, c'est le 3e grand concours d'écriture et de dessin qui s'engage pour des grandes causes en fin de compte. Et cette année, c'est le harcèlement scolaire. On en parle beaucoup, mais on n'en parle sûrement pas encore assez. Les élèves ont besoin de s'exprimer. Le dessin ou l'écriture sont-elles de bonnes alternatives? J'imagine que oui, puisque oui, merci de nous recevoir, de nous offrir cette possibilité donc de parler de cette 3e édition du concours d'écriture et de dessin, un concours d'écriture pour lequel nous avons pour la 3e année le soutien de l'Éducation nationale et en plus la particularité cette année donc d'avoir le haut patronage de l'UNESCO à nos côtés. Ça, c'est aussi une chance de pouvoir porter toujours un peu plus loin et par différents canaux l'information de ce concours. Donc toutes les classes de français à travers le monde peuvent concourir. Et ça, c'est génial. L'an dernier, on a eu 71 000 contributions. C'est énorme dans question francophonie. Pour une fois que c'est étendu sur tous les pays francophones, c'est beau. C'est vrai. Où il y a des classes de français. Bien sûr. Où on étudie le français. Donc ça peut vraiment être n'importe où, dans n'importe quel pays du monde. On est sur la notion du harcèlement cette année. C'est vrai que c'est un sujet, c'est un phénomène, un fléau de société complexe. Alors nous, on va apporter notre pierre à l'édifice. Je dis toujours, le travail de l'association, c'est de venir en complément de ce que met en œuvre l'État, le gouvernement. Parfois, il y a ses limites et le travail associatif permet d'aller toujours un peu plus loin et d'ouvrir d'autres portes. Et aujourd'hui, vous allez traiter donc le harcèlement et la violence qui seront traités à travers 3 axes. Vous pouvez nous en parler? Alors, on a 3 axes. Le premier, c'est d'avoir choisi le sport comme vecteur de canalisation, d'expression, d'énergie. Les valeurs sont très proches en fait, pour pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer, de s'intéresser aux autres, de fédérer, de libérer la parole aussi. Le sport permet plus facilement ces phénomènes. Des sportifs engagés à nos côtés. Donc le premier, évidemment, l'important, notre ambassadeur international, c'est Tony Parker, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés, mais pas que. C'est-à-dire que cette année, la particularité, c'est que ces campus, les Tony Parker Academy, Adéquate Academy, vont participer à notre concours également. Il va jouer le jeu avec nous sur le terrain des classes, c'est le cas de le dire. On a donc le sport comme vecteur et comme atelier au sein des classes qui va être mis en œuvre avec l'ensemble de nos ambassadeurs. On a d'autres sportifs. On a Cyril Benzaken, on a Erwan Konaté, on a Laurence Fischer, toujours à nos côtés, qui est une des ambassadrices, d'ailleurs comme Cécile de Ménus, qui n'est pas à nos côtés ce soir. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Elle voulait pas trop qu'on parle d'elle. Elle le regrette. Mais on la salue encore parce que on l'embrasse très fort. Et elle est engagée sur tous les fronts, Cécile. Ça, c'est vrai. Mais comme toutes les personnes qui sont souvent dans le tissu associatif, on défend une cause et puis on est happé aussi par d'autres vecteurs et c'est bien de toute façon de répondre présent. Et dans ce concours, vous avez donc l'ensemble du corps professoral et des équipes pédagogiques qui seront aussi invités à participer. Oui, ça c'est vraiment l'innovation cette année dans notre concours. On a souhaité aussi permettre à tout le corps enseignant, c'est du professeur à la CPE, aux médecins, au conseil d'orientation, enfin tous ceux qui travaillent dans l'environnement de l'éducation peuvent participer et nous raconter ce que chacun a pu mettre en œuvre pour lutter contre le harcèlement. C'est une première, on a envie de faire en sorte qu'ils puissent participer, aussi de pouvoir les valoriser puisque dans le concours il va y avoir des lauréats et les lauréats, que ce soit la jeunesse ou le corps enseignant, le corps professoral, pourraient être mis en avant, valorisés. Aussi une manière
pour nous de faire en sorte que les postes soient reconsidérés, non pas qu'il n'y ait pas d'intérêt à l'endroit des postes du corps professoral, mais encore une fois, le corps associatif peut venir de l'extérieur et être de bons ambassadeurs à l'endroit de tous les postes qui concourent dans la réussite de l'éducation nationale, peu importe la mission de chacun dans cet environnement. C'est un travail d'équipe. Oui, d'équipe, de pouvoir dire aux jeunes, eh bien, vous pouvez parler au référent de la classe, mais vous pouvez aller parler à la CPE, vous pouvez parler à un professeur en particulier. Enfin, plein de personnes sont à votre disposition pour pouvoir vous aider, vous écouter et essayer de faire en sorte que ces questions de harcèlement se règlent. Moi, j'ai été très marquée par le fait que ce soit sur tous les pays francophones. Je reviens là-dessus parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette France des 5 continents, parce que la France, ce n'est pas que l'Hexagone. Je te l'apprends pas, Philippe. Absolument. Et sur la France, le soleil ne se couche jamais, encore aujourd'hui avec les dom-toms. Voilà, la langue française et cette initiative dans tous les pays, je trouve ça très beau et j'imagine que vous en parlez aux élèves. Pour nous, on n'arrête pas de le dire, bien sûr, parce qu'en fait, un élève qui apprend le français dans une école n'importe où dans le monde, dans le cadre de son cours de français, va avoir le concours d'écriture utilisé par le professeur pour permettre à cet étudiant de s'exprimer, peu importe son mode d'expression. Ce qu'on souhaite, c'est essayer d'oublier personne, et donc ça peut être un texte, un poème, un texte de slam, une BD, ça peut être peu importe le mode d'expression avec lequel le jeune va être à l'aise pour pouvoir s'exprimer. Ça peut être aussi évidemment le dessin. Donc c'est vraiment très ouvert et on concourt bien sûr de cette manière à la promotion de la langue française et nous on en est ravis. Bien sûr, on en est très très fiers. Mais nous aussi. Excusez-moi, puis avec un parrain comme Tony Parker, qui est une star planétaire, notamment aux États-Unis, ça peut peut-être donner des ambitions pour aller par exemple vers les pays anglophones. Exactement, c'est bien cela. Et le fait aussi qu'on ait le partenariat, enfin le haut patronage de l'UNESCO nous aide dans ce sens. On a le Quai d'Orsay qui nous porte depuis le départ. Et l'ensemble des référents français à travers le monde reçoivent l'information de notre concours. Nous étions à New York cet été, on a été reçus à l'ONU. Enfin, toutes ces portes s'ouvrent et nous mettent en avant aussi. Ça fait connaître le concours. Évidemment, c'est une communication positive à notre endroit et nous, on en est hyper ravis. On sera avec Tony Parker cet hiver à New York pour aller à la rencontre des classes de français et on fera un bel événement à l'ambassade de France à cette occasion, évidemment aussi. Il faut délocaliser Sud Radio. Ça, c'est une très bonne idée. Les vraies voix en direct de New York pour l'ONU et Washington pour la capitale des États-Unis. Message subliminal à Patrick Roger et Frédéric Jouve. Je pense que Cécile de Binibus, voilà, elle va s'organiser pour être avec nous. Donc, en fin de compte, si un établissement souhaite participer à cette initiative, il doit faire comment ? Alors, écoutez, d'abord, il se trouve toute l'information sur le site de l'Éducation nationale. Alors, nous, on est, je sais, et c'est important aussi de le souligner, une activité dans le cadre du projet phare par l'Éducation nationale. Donc, on est une des possibilités, et on n'est pas les seuls, et bien heureusement, à proposer des initiatives pour lutter contre le harcèlement. Donc, sur le site de l'Éducation nationale ou sur le site nouslesambitieuses.com, il y a un onglet concours d'écriture et de dessin, et l'ensemble des informations sont sur cet onglet. Voilà. Eh ben, écoutez, participez, parce que c'est un très beau projet. Et merci à vous. Merci à Sud Radio de nous soutenir depuis le départ. C'est notre partenaire média et on en est très très fiers aussi. Et c'est quelqu'un qui a été harcelé scolairement il y a quelques années qui vous le dit, donc doublement bravo. Merci. Il y a quelques années. Il y a très longtemps. Mais ça laisse des traces. Mais quand je vois des gens qui se battent comme ça, je dis bravo. Vous voyez, je le dis au micro. Et comme quoi les associations ont leur rôle à jouer dans ces grands sujets de société. Je crois qu'aujourd'hui, il faut encore plus les mettre en valeur. Oui, ça, il faut absolument. Et puis, on a la chance d'être soutenu par des gens de qualité aussi, avec un programme sportif mis en place par Kinder Joy Moving, qui va nous accompagner aussi dans toute cette mise en œuvre sportive dans les écoles. On est très, très contents. Écriture et dessin, il faut le redire. Absolument. C'est un mode d'expression, le dessin. Merci Virginie Atlan, merci Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On vous retrouve lundi prochain. Et là, par contre, le Loft Music ce soir, c'est stratosphérique le programme. Salut Yvan Cujoux. J'aime bien le par contre. Alors bon, c'était très bien les vraies voix citoyennes, mais là, je vais dire ton émission, c'est l'Amérique. Oui. L'Amérique avec pour moi la plus grande parolière francophone
Je suis un fan total, Linda Lemay. Oui, absolument. Et c'est l'Amérique du Sud, et là c'est le fan de Música Popular Brasileira, comme on dit en portugais, ouais. avec Chico César. Moi je vais passer dans ton studio. Tu peux venir, Philippe, tu peux venir. Merci en tout cas. On a 2 stars autour de la table ce soir et on va passer un très très bon moment. On aime bien faire des échanges, des rencontres comme ça avec des gens qui sont pas forcément du même univers. Et bien ce soir nous avons Chico César, effectivement, ce chantre de la musique anticonformiste brésilienne, on va dire, et puis Linda Lemay qui est en train de rentrer dans le studio juste à l'instant. Elle s'installe et on vous retrouve dans quelques secondes. Merci les amis des Vraies Voix, merci beaucoup. Eh bien on se retrouve demain, mais tout de suite, surtout ne quittez pas Sud Radio, vu le plateau qu'a notre ami Yvan Cujous, mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. On se retrouve demain 17h pour les Vraies Voix avec Cécile de Mélibus, on l'espère.